Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je remercie l'équipe de Schleff de cette invitation et de cet accueil chaleureux. Jusqu'à maintenant, c'est une véritable réussite. Je suis docteur Benhouidga Ouider de Sidi Bel Abbas. Je suis médecin généraliste et j'ai décidé de passer de l'autre côté parce que nous sommes un contingent de médecins généralistes très important dans notre pays. 70% du corps médical, médecins généralistes. Et on a l'habitude de nous voir dans les salles, remplir les salles. Et nos chers professeurs et spécialistes nous dictent ce qu'ils veulent. Je les remercie. On a appris beaucoup de choses d'eux. Mais moi-même, j'ai décidé de passer de l'autre côté. Ça fait plusieurs années, comme certains de mes collègues généralistes. Donc, soyez indulgents envers ma communication. Je vous rappelle que c'est un travail personnel que j'ai entrepris depuis plusieurs années et que je communique dans différents séminaires et rassemblements de médecins. Voilà. Comme vous savez, le microbiote actuellement est en vogue et beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes parlent de microbiote parce que ça concerne toutes les spécialités, la cardiologie, bizarrement le diabète, toutes les maladies mentales, tout ce qui touche le corps et dépend, on a découvert que ça dépend de notre microbiote. Le microbiote, et je parle de l'homme symbiotique, c'est l'équilibre entre notre microbiote et les autres éléments qui constituent notre organisme. Et depuis 15 ans, on ne connaissait pas, on parlait très peu, mais depuis 15-20 années, on commence à s'intéresser à ce microbiote, bizarrement. Il y a eu énormément d'études, il y a eu énormément de financements européens, américains, pour voir ce qui se passe dans notre microbiote. Alors, les bactéries qui pullulent notre organisme, on a 100 000 milliards de bactéries. C'est l'équivalent de 100 000 milliards de neurones. C'est bizarre, c'est 100 000 milliards de bactéries, 100 000 milliards de neurones dans notre cerveau. Et à plus de 3 millions de gènes, et ça pèse plus de 2 kilos. C'est plus lourd qu'un cerveau. Cette flore intestinale se détermine dès notre naissance. Et ça dépend de notre naissance. Si elle est par voie génitale, on va avoir le microbiote de notre mère. Et ça dépend, notre mère, comment la gestation taha qui kanet. Ou là, si par voie césarienne, par voie haute, on va avoir un microflore de l'environnement, les salles d'opération, etc. Le microbiote va se développer pendant la grossesse, si c'est par voie génitale, si on est né par voie génitale, selon ce qu'on mange, notre mère, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a pris comme prébiotique et probiotique, on va revenir sur cette étude. Et à la naissance, ça dépend de l'allaitement. Est-ce qu'il est artificiel ou là un allaitement naturel ou là des formules enrichies. Et surtout, là, certaines prises d'antibiotiques qui sont excessives pendant la grossesse généralement ou là à la naissance. Les facteurs qui influent sur sa mise en place, c'est l'âge gestationnel, le mode d'accouchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement et le mode d'allaitement maternel ou artificiel. Et surtout l'administration d'antibiotiques et de certains inhibiteurs de protons, des oméprazoles, etc. Chaque humain a son propre microbiome. Il est constitué de bactéries, de virus et de champignons et d'autres organismes. Il n'y a pas deux microbiotes identiques dans le monde. Donc chacun a une signature personnalisée. Il faut attendre 2 ans pour une maturation de la communauté microbienne, c'est-à-dire à partir de 2 ans, on a une maturité complète de son microbiote. Ils se répartissent de l'œsophage jusqu'à la fin du tractus intestinal. Et on voit qu'au niveau du côlon, il y a une communauté microbienne très importante de 10 puissance 9 à 10 puissance 12, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 milliards. Et chaque partie a une spécificité de bactéries.
Une flore équilibrée est égale santé assurée. Parce qu'une flore équilibrée, notre flore, si elle est bien équilibrée, ça va améliorer notre digestion, elle va augmenter l'acidité, quand l'acidité elle est augmentée, elle va inhiber les bactéries pathogènes, elle facilite l'assimilation et elle permet la dégradation complète des aliments. Elle protège notre organisme, soutient notre système immunitaire et prévient sur le cancer du côlon et certaines maladies inflammatoires de notre côlon. Est-ce que l'allaitement maternel influe-t-il sur le microbiote? Oui, bien sûr. Il empêche la prolifération du germe pathogène, il apporte des anticorps comme les IgA sécrétoires, il facilite la destruction des germes pathogènes, il inhibe l'adhésion des germes aux parois muqueuses et il diminue la perméabilité de la muqueuse intestinale. Très important. Donc, des fois, on dit des erreurs. Donc, il faut être indulgent avec un généraliste qui communique. Alors, je vous dis qu'aucun lait artificiel ne permet de reproduire les effets immunologiques du lait maternel. Oui, alors. Le colostrum, vous connaissez tous le colostrum, c'est cette première tétée. C'est un liquide qui est épais et jaunâtre, contribue à la mise en place du microbiote. Il est extrêmement riche en protéines, mais aussi en anticorps. Le microbiote du colostrum est riche de plus de 200 espèces de bactéries différentes. Alors, pourquoi des fois vous entendez parler de bifidobactères? Le bifidobactère, c'est le microbiote du nouveau-né. Il constitue 95% du microbiote. Il va diminuer au cours de la croissance et il va revenir à 25%, de 95% et au lait, à l'âge de 2 ans, 25%. Il se multiplie en utilisant le lactose ainsi que d'autres sucres. Il acidifie l'environnement et il booste l'immunité. Pourquoi on parle de cette importance de notre microbiote? Le microbiote, il faut savoir qu'il produit plein de vitamines, pratiquement toutes les vitamines, surtout la vitamine K, qui est importante dans la coagulation. Elle est aussi importante dans l'ossification de l'os. La vitamine B12, vous connaissez tous, la vitamine B8, aussi les différentes vitamines du groupe B, la B1, la B2, la B6 et la B9. Donc vous voyez, le microbiote n'est pas aussi anodin que ça. C'est très important, un microbiote fort et bien équilibré. À part la production des différentes vitamines, il nous protège contre les différentes infections. Il contrôle l'inflammation, c'est-à-dire il rend la muqueuse intestinale moins perméable. Il régule le poids, parce que quand on a un bon microbiote, on a une meilleure digestion, donc ça va aider les aliments à être mieux digérés. Son activité métabolique sur les aliments détermine la part d'énergie restituée à l'organisme, d'où son rôle dans le poids. On a vu que chez les souris, quand on a une transplantation fécale d'une souris obèse à une souris normale, déclenche une obésité chez la souris receveuse. C'est bizarre. Microbiote et cerveau. Notre microbiote fabrique plus de 20 neuromédiateurs, dont 80% de sérotonine. Vous connaissez tous que la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Et tous les produits, les antidépresseurs qui ont été créés dernièrement, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, c'est les IRSS, qu'on appelle IRSS, permettent une sérotonergie importante, ce qui permet la levée de la dépression. Donc les IRSS permettent la levée de la dépression et ça donne une bonne humeur. Donc actuellement on parle que notre intestin est notre deuxième cerveau. Donc si on se nourrit bien, on aura un bon microbiote, donc on aura un bon moral. Cette image traduit très bien le rôle et l'interconnexion entre le cerveau et les cellules intestinales.
Donc aussi cette image, un bon microbiote donne une bonne humeur. Principale fonction du microbiote vis-à-vis de l'hôte. Il permet une modulation de l'axe intestin-cerveau, il permet une meilleure fermentation, il met en place un bon stockage des graisses et une bonne répartition, protection contre les effets pathogènes de certaines bactéries, il synthèse énormément de vitamines, comme on l'a vu, et il développe un système immunitaire fort et fiable. La dysbiose. Vous entendez tous parler de la dysbiose. La dysbiose, c'est un déséquilibre. C'est une altération soutenue de l'équilibre normal de notre microbiote intestinal. Et c'est une source de plein de pathologies, comme la maladie de Crohn, RCH, même on parle de cancer, de certains cancers du tractus intestinal, une perturbation dans le foie, dans le cerveau, etc. La dysbiose ou colopathie ou syndrome de l'intestin irritable, 3 mécanismes interviennent dans la dysbiose. La dysbiose, c'est-à-dire l'altération de l'équilibre de notre microbiote, l'inflammation de bas grade et l'hyperperméabilité intestinale. Et cette hyperperméabilité intestinale, elle est source d'autres pathologies comme la migraine, comme la dépression, comme les troubles de comportement. Parce qu'il permet certaines maladies auto-immunes. Le syndrome de l'intestin irritable, soit il est localisé au niveau abdominal, et comme je l'ai dit maintenant, il peut être source de migraine, d'arthralgie, de fatigue, d'anxiété et de dépression. Ce phénomène est important parce que la plainte évoquée en premier lieu par le patient ne sera pas forcément digestive. C'est-à-dire que le malade peut venir pour autre chose, mais le problème est dans son altération de l'équilibre de son microbiote. Ce que cela entraîne, vous avez d'un côté une paroi intestinale saine et de l'autre côté une paroi intestinale moins imperméable. Si elle est saine, on a un blocage des microbes, des toxines et des allergènes, passage des micronutriments, c'est-à-dire on a un meilleur passage des vitamines, des sucres et des acides aminés. Si la paroi intestinale elle est moins imperméable, on a un passage directement de certains microbes, des toxines, des allergènes, et une mauvaise absorption des micronutriments, notamment les vitamines, les sucres, etc. Les mauvaises odeurs des selles ne sont pas normales. Donc il y a un problème dans le microbiote. Vous entendez aussi parler des probiotiques et des prébiotiques. Qu'est-ce que c'est les probiotiques? Ce sont des bactéries amies de notre corps. Des bactéries qui, ingérées vivantes, ont un effet bénéfique sur notre santé. Les prébiotiques, c'est ce qu'on mange. C'est ce qui permet de nourrir notre microbiote. Et c'est ce qui permet de les renforcer, comme certains aliments, comme les pruneaux, les amandes, le son, les haricots secs, les pommes de terre ou le pain complet, qui ne sont pas dégradables par les enzymes digestifs et qui arrivent complètes au niveau du côlon, ce qui permet de nourrir et donner un meilleur microbiote au niveau de notre côlon. Je dirais qu'une flore équilibrée, la santé, elle est assurée. On a moins de stress. Une alimentation déséquilibrée ou mal tolérée, une infection digestive, une motricité ralentie ou encore, certains médicaments peuvent entraîner une dysbiose et perturber gravement ce courageux mais fragile écosystème. Conclusion, l'intestin n'est pas seulement une machine à digérer, on l'appelle deuxième cerveau, premier du système immunitaire de notre corps. Merci. Merci, Dr. Ben Houidra. Et s'il y a une question, on peut autoriser une seule question. Merci, Dr. Ben Houidra, pour cette intervention. Ma question est la suivante. Au début,
du microbiote, on parlait de la transplantation fécale. Maintenant, on est revenu sur ces questions. J'aime bien avoir votre avis. Merci, Dr Hadi. La transplantation fécale elle a été utilisée à titre expérimental dans certains pays pour voir le rôle du microbiote et aussi par un certain laboratoire pour trouver le moyen d'alimenter notre microbiote par voie orale, c'est-à-dire certains médicaments, et ça existe dans le marché 2 ou 3 produits qu'on appelle les probiotiques, ça existe, mais ça a été utilisé à titre expérimental. Ça n'a pas été élargi comme thérapeutique ou seulement à titre expérimental, d'après ce que je sais. Hein. Merci. Merci, Dr Benhouidga, pour votre excellente communication. J'aimerais bien savoir la pathologie en psychiatrie, la priorité, si on équilibre notre flore bactérienne, c'est le nom qu'on utilise depuis des années, ces microbiotes, si on va les améliorer par les antioxydants, qu'est-ce qu'on peut apporter à la maladie psychiatrique, en particulier, quelle maladie? Très bien, c'est une très bonne question. Donc en psychiatrie, bon, moi je suis généraliste, j'ai fait beaucoup de psychiatrie pour l'assistance, j'ai un CES en psychiatrie, donc j'ai remarqué dans les dépressions, dans toutes les dépressions, là, les troubles anxieux. Quand on parle de troubles anxieux, c'est des syndromes, c'est plusieurs pathologies. Parce que le trouble anxieux, avec les troubles de la personnalité, les états de stress post-traumatique, les phobies, etc. Donc on a vu que ces gens-là, généralement, ont un microbiote altéré. Ou là, c'est des gens qui s'alimentent très très mal. Donc ceux qui ont les moyens de les réguler, et comme vous le savez aussi, je parle pour Dr Bilami sur le stress oxydatif. Le stress oxydatif est la libération des radicaux libres. Vous savez que c'est une source importante aussi de troubles anxieux et de dépression. Donc si on régule notre microbiote et si on donne un bon régime, on peut améliorer, bien sûr, avec une psychothérapie, avec un traitement adéquat du trouble anxieux ou de la dépression, on peut améliorer certainement ce trouble psychiatrique. Aussi, actuellement, il y a des enfants dans l'autisme, en autisme ou il y a certaines écoles qui préconisent un régime pour améliorer le microbiote des enfants qui sont hyperactifs ou il y a des enfants qui sont autistes. On a vu qu'un bon régime et une bonne prise en charge psychothérapique avec certains modèles canadiens ou le modèle belge, on peut améliorer les enfants atteints d'autisme et des enfants hyperactifs, ce qu'on appelle les TDAH, hyperactifs ou inattentifs. Donc voilà, le rôle du microbiote peut s'étendre à différentes spécialités, entre autres la psychiatrie.